Parfait. Donc, je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Je pense que j'ai vu pas mal tout le monde dans les derniers webinaires, mais je me représente quand même. Donc, je m'appelle Julie Zaki. Moi, je suis doctorante en psychologie communautaire à l'UQAM, puis je suis chargée de projets spéciaux chez Concertation Horizon. Donc, merci encore pour votre présence et d'avoir choisi de passer votre mercredi midi avec nous pour le troisième et dernier webinaire de la série portant sur les besoins et les attentes des personnes à la croisée des inégalités en matière de services. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Mieux répondre aux besoins, pistes d'action prioritaires des citoyens et citoyennes de l'Ouest de la Montérégie. Donc, aujourd'hui, le webinaire, il va être un peu plus court, donc environ 40 minutes, puis incluant des périodes de participation. Je veux qu'on puisse faire beaucoup de liens avec votre terrain et tout ça. Puis, il va y avoir aussi une période de questions à la fin d'environ 15 minutes. Si vous avez des précisions, écrivez-les dans le chat ou si vous voulez aussi me couper puis prendre la parole, dites que vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Juste en levant la main, je pense que ça va être plus facile. Donc, avec la fonction lever la main pour prendre la parole. Puis, le webinaire va être encore enregistré aujourd'hui. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas apparaître dans la vidéo, n'oubliez pas d'éteindre votre caméra. Puis, gardez votre micro fermé tout au long de la présentation. Puis, si jamais vous voulez avoir le calendrier des webinaires pour la suite aussi, des autres webinaires qui vont avoir lieu au courant de l'année, écrivez votre courriel dans le chat, puis on va vous envoyer le calendrier. Parfait. Donc, moi, je vais partager mon écran, puis on démarre ça. Super. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est vraiment, on va s'attarder aux pistes d'action prioritaires qui ont été nommées par les citoyens et citoyennes dans le cadre de l'étude. Donc, juste pour se remettre un peu en contexte, donc il y avait un mandat d'étude par la communauté de pratique Accès, Action, Égalité qui avait mandaté qu'on aille à la rencontre des personnes à la croisée des inégalités sociales et économiques. Donc ça, grosso modo, c'est vraiment les personnes qui ont un statut socio-économique qui est faible, qui vivent plusieurs inégalités qui intersectent, donc qui créent des systèmes de pression qui sont complexes. Puis nous, on voulait aller les voir directement pour voir c'est quoi leurs besoins et attentes concernant les services. Donc aujourd'hui, les pistes d'action vont toucher le logement, le transport, les organismes communautaires, les soins de santé et services sociaux, la sécurité alimentaire, les services scolaires, puis les loisirs. Puis, dans le fond, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment vous présenter eux, qu'est-ce qu'ils ont dit dans leurs mots. Puis surtout, de faire des liens aussi avec vos travaux à vous. Donc, pour qu'on puisse mieux arrimer les besoins les plus pressants avec les projets, les interventions sur lesquelles on travaille. Puis ça, ultimement, ça va nous permettre de mieux répondre aux besoins prioritaires des personnes à la croisée des inégalités sociales et économiques. Donc, là, je vais vous présenter les actions, mais avant qu'on démarre, moi, j'aimerais ça peut-être entendre des personnes sur c'est quoi les actions prioritaires ces derniers temps, sur quoi vous travaillez. Il y en a plusieurs qui se sont prononcés dans le dernier webinaire de c'est quoi les besoins les plus importants, mais là, je me demande, c'est quoi les actions qui prennent beaucoup de votre temps en ce moment. Vous pouvez l'écrire aussi sur le chat au besoin. Je peux peut-être me lancer. Oui. En fait, Julie, moi, ce qui est prioritaire pour moi en termes d'action, c'est de saisir les besoins. Je suis répondante d'intervention en milieu défavorisé pour le centre de services scolaires. Donc, c'est de regarder les besoins exprimés pour les jeunes qui sont issus du milieu défavorisé et mettre en place les partenariats nécessaires à la réponse aux besoins de ces jeunes-là. Ce Mhm. sont des besoins de base, alimentaires, vêtements, effets scolaires. Donc, c'est dans un premier temps, c'est ça. Fait que pour moi, là, le partenariat, la collaboration, mais aussi l'externe, partenaire externe à l'école est fondamental dans la réponse aux besoins de l'élève pour lui permettre sa réussite éducative. Fait que pour moi, c'est ça mon action prioritaire à moi,
C'est deux choses, saisir le besoin puis aller établir le bon partenariat nécessaire pour la réponse aux besoins. Fait que pour moi, c'est ça. Ouais. OK, parfait. Donc, pour saisir le besoin, c'est d'aller vers des personnes en dehors du secteur nécessairement de l'éducation et tout ça pour avoir des solutions qui seraient intersectorielles, là, puis qui toucheraient à plusieurs domaines, voire même pour un même enjeu, là, Tout à si je fait, comprends parce que bien. ça devient vraiment une réponse prioritaire. Je veux dire, le milieu scolaire ne peut plus répondre à lui seul aux besoins des élèves, surtout ceux en milieu défavorisé où les élèves ont de grands besoins. Puis on sait Mm, très bien que nos élèves en milieu défavorisé, issus du milieu défavorisé, c'est souvent la famille qui est aussi qui est défavorisée. Donc, les besoins ne sont. Moi, je vois le jeune comme une extension de sa famille en termes de besoins. Donc, la famille aussi a des besoins. Donc, très souvent, c'est ça. C'est les partenaires externes qui ont souvent la réponse à ces besoins-là et qui sont fondamentaux pour nous. L'école n'a pas la réponse à tout, mais peut ouais. permettre de travailler avec l'externe pour avoir réponse aux besoins du jeune. Alors là, Mhm. dans le temps, on faisait des partenariats, les écoles faisaient des partenariats avec la communauté, puis disaient, ben, c'est juste le fun, puis maintenant, on n'a plus le choix. C'est plus une option de travailler avec le communautaire, avec le réseau public. C'est plus une option de travailler avec nos partenaires externes. C'est une obligation, je crois. Oui, exactement. Je pense qu'on va en parler aussi vers la fin, vous donner un peu le punch de la fin, mais effectivement, donc, de collaborer avec plusieurs secteurs puis voir des solutions tu sais, différentes, mais toutes connexes pour adresser un peu les mêmes besoins. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui voulaient se prononcer sur c'est quoi les actions prioritaires ces derniers temps, sur quoi vous travaillez, c'est quoi c'est ça, vos projets prioritaires? Oui, Gilles? Oui, ben moi, je dirais que deux actions prioritaires. La première, vous allez comprendre quand je vais le dire, c'est une question de mémoire. Euh, dans beaucoup de ressources, il n'y a aucune mémoire de ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Hmm. Et comme aujourd'hui, on est beaucoup axé sur l'offre de services, on a beaucoup oublié que beaucoup de ressources, entre autres communautaires, sont nées de l'action des gens pour se doter d'une meilleure compréhension de leurs problèmes et puis de réponses. Hmm. Donc, ça, c'est important d'essayer de repasser ce message-là. L'autre chose, c'est un effort pour mettre à jour l'état socio-économique de la région parce qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux et économiques dans notre région. Migration de personnes à tous les niveaux, mais qui apportent leur lot de modifications au niveau des conditions sociales, conditions de vie, dans plusieurs des thèmes qu'on voit, le logement et ainsi de suite. C'est important de faire des mises à jour parce que les services publics et les services communautaires sont en train d'être inondés Ouais. par la demande et les besoins, alors qu'il leur passe sous le nez plein de gens qui pourraient s'activer, se regrouper puis revendiquer un peu plus. Mhm. Ouais. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment parlant de parler des personnes. Tu sais, c'est dans la communauté où est-ce que les gens vont se prononcer sur leurs besoins, d'où d'ailleurs le webinaire d'aujourd'hui, là, je vous montre les priorités qui avaient été nommées Oui, par les personnes. Puis tout ce qui est changement, maintenant, là, on va peut-être en parler un petit peu moins, mais c'est tout comment on répond aux changements sociaux dans notre territoire qui change et tout ça, c'est des enjeux importants à prendre en considération dans les actions qu'on met en place. C'est que la réalité est en train de changer puis qu'il faut s'adapter aussi aux nouvelles réalités quand on met des solutions de l'avant. Je passerai faire ma prochaine question. Comment est-ce que vous déterminez ces priorités-là ou sur quelle un peu action mettre de l'avant et tout ça? ben Est-ce- moi, je suis dans beaucoup d'endroits en même temps, fait que j'ai plusieurs canaux d'information qui me permettent Hmm. d'essayer de rester sensible. Puis je pose des questions sur ce qui se passe actuellement, puis ce que les gens font, pourquoi ils Mhm. le font. Et puis ça permet d'éclairer un petit peu mes pistes d'action. Ouais, donc plusieurs sources d'informations,
différents, on a beaucoup de rencontres là, dans une journée, je veux dire, fait qu'on essaie de prendre toutes ces informations-là pour faire un peu un tout plus grand. Moi, je posais cette question parce que le but un peu avec l'étude, c'est justement puis là, je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents au premier webinaire, mais quand on parlait de croisement des savoirs, donc d'aller chercher justement toutes ces sources d'informations-là, d'aller chercher la source du terrain avec les professionnels qui sont avec les gens au quotidien, avec nos populations, d'aller aussi chercher le savoir expérientiel. Donc, c'est une des choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, les pistes d'action que les gens disent, ça, c'est vraiment prioritaire. Donc, ça, c'est une autre source d'information. Puis, il y a tout le savoir, plus théorique et académique aussi. Donc, de un peu tout mettre ensemble pour former un produit un peu commun. Puis, c'est un peu démontré, je pense, avec votre exemple, Gilles, là, sur aller chercher plusieurs informations puis faire un peu une amalgame de tout ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient se prononcer sur comment eux déterminent leurs priorités? Je pense que ça va. Parfait. Donc, je voulais vous montrer un peu comment j'ai procédé pour trouver les recommandations ou les pistes d'action qui sont sorties de cette étude-là. Donc, dans le fond, la manière que ça fonctionnait, c'est que nous, on avait des focus groups, des groupes focalisés. Donc, on en avait fait 8. Puis, à chaque fin de focus group, à la fin, on avait vraiment une activité où est-ce que les gens nommaient toutes les suggestions qu'ils aimeraient dire à leurs représentants, au maire de leur municipalité, tout ça, ou le maire d'une MRC. Fait qu'on on les écrivait sur le tableau, puis après, les gens allaient vraiment voter 3 pistes d'action prioritaire. Donc, ça, c'est en partie d'où est-ce que les pistes que je vais vous montrer aujourd'hui viennent. Puis l'autre partie aussi, c'est qu'on faisait des entrevues de style rapide, là, Vox Pop dans les milieux naturels. Donc, à chaque fin d'entrevue, moi, je demandais à la personne de me nommer 3 pistes d'action prioritaires qui aimeraient aussi dire au maire. S'ils pouvaient parler au maire, qu'est-ce qu'il leur dirait de faire? Puis voici les 3 pistes d'action qu'eux, ils trouvent que c'est important. Donc, j'ai récolté tout ça. Donc, avec les focus groups et les entrevues de Vox Pop, puis ça a vraiment donné 10 recommandations à la fin de cette étude-là. Donc, 10 grosses pistes d'action que les gens considèrent comme prioritaires. Il y avait beaucoup de choses qui se recoupaient, donc ça se recoupait pas mal en 10 pistes d'action. Puis, vous allez voir que si jamais vous n'étiez pas là dans les autres webinaires, surtout celui des résultats, je vais vous expliquer un peu la logique derrière chacune des pistes. Donc, je vais vous parler un petit peu plus aussi des résultats, vous dire, ben, les gens ils ont dit que ça va permettre d'améliorer telle chose, ou ça, c'est parce qu'il y avait une grosse lacune dans tel secteur. Donc, je vais vous contextualiser un peu là-dedans aussi pour montrer pourquoi ces pistes d'action-là sont ressorties de l'étude. Puis, si jamais vous avez des questions, des choses à rajouter, n'hésitez pas parce que je veux quand même qu'on fasse des liens avec vos travaux par rapport à cette piste-là. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou écrire dans le chat pendant la présentation. Donc, la première piste d'action, donc je pense pas que ça va vous surprendre, mais je pense que c'est quand même bien d'entendre les gens puis contextualiser les pistes d'action aussi qui vont ressortir. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que vous dites, oui, ça fait longtemps que c'est prioritaire, mais là, on l'entend vraiment, on le confirme, on vit la réalité des gens, on a accès à leur vécu un peu plus avec les pistes que je vais vous présenter. Donc, la première vraiment grosse piste d'action, c'est améliorer l'offre de transport en commun. Donc, le transport collectif, le transport médical et le transport adapté en fonction des particularités de chaque territoire de MRC. Donc, vraiment, c'est différent quand même l'offre qui est présente dans chaque territoire. Donc, en premier, les gens ont dit pour le transport collectif et abordable, surtout intra, mais aussi intermunicipal. Donc, les gens, par exemple, dans la MRC de Roussillon, ils ont dit qu'ils aimeraient ça avoir une navigation plus facile de Châteauguay à Saint-Constant, donc les intermunicipales, sans devoir passer par Montréal, sans devoir payer environ un bon 18 pour faire un trajet aller-retour dans une journée. L'autre chose aussi qu'on a entendu au Saint-Laurent et Bois-Noir-Salaberry, il y a quand même des navettes qui sont là, mais ils disent que si on améliore l'offre, ben, ils vont pouvoir avoir des passages qui sont plus fréquents des navettes, puis un horaire aussi un peu plus flexible. Donc, pas juste les heures de pointe où est-ce que, par exemple, quelqu'un
quelqu'un qui veut aller dans une autre municipalité, ben, il doit passer toute la journée dans une place pour pouvoir seulement aller l'heure de pointe, ou il y en a que c'est comme des autobus qui sont juste allés. Donc, il y a quand même beaucoup de contraintes. Fait que l'amélioration du transport collectif va permettre de se déplacer plus facilement, de faire ses commissions, de faire plusieurs choses dans la journée, tout ça. Puis aussi, il y a des gens qui ont dit, ben, si on a un meilleur transport, ben, ça va enlever une charge aussi aux parents. Ça va cultiver puis développer l'autonomie de déplacement des jeunes, qu'eux peuvent aller faire leurs activités de loisirs et tout ça. Donc, ça va faciliter aussi tout ce qui est par rapport à la famille, puis les jeunes ados qui doivent se déplacer aussi sans devoir tout le temps dépendre d'un parent, puis la voiture du parent également. En ce qui concerne tout ce qui est taxibus, donc c'est sûr que c'est là, mais c'est de réduire les contraintes liées à l'utilisation de taxibus. Donc ça, c'est des citoyens de Vaudreuil-Soulanges, le Haut-Saint-Laurent, puis le Bois-Arnas-Salaberry qui nous ont dit qu'ils aimeraient ça avoir des horaires plus fiables pour taxibus, puis des passages qui sont quand même plus fréquents, pour qu'ils puissent se déplacer de manière plus fluide. Donc, il y en a qui disent qu'ils doivent attendre vraiment de longues heures en hiver, ils doivent aller à l'école, mais là, ils arrivent à l'école en retard, ils ont des conséquences à l'école, etc. Donc, ça peut vraiment faciliter le déplacement pour les personnes, évidemment. Puis, en réduisant les contraintes, ben là, les gens peuvent aussi utiliser Taxibus pour pouvoir aller faire les commissions parce que les gens n'ont pas le droit d'ouvrir les chauffeurs n'ont pas le droit d'ouvrir le coffre arrière. Donc, la personne se ramasse à mettre un nombre limité de sacs sur ses jambes. Donc, elle doit faire plusieurs allers-retours, plusieurs trajets pour faire des commissions. Donc, ça faciliterait le déplacement des personnes. Si on passe aussi à l'offre de transport médical, donc ça, c'est quelque chose que les gens veulent voir, donc augmenter cette offre-là, parce qu'en ce moment, le coût du transport médical est vraiment trop élevé, puis le nombre de bénévoles est malheureusement faible. Puis, en fait, ça va vraiment permettre aux gens de pouvoir aller aux services spécialisés, surtout de santé et services sociaux qui sont souvent pas dans leur municipalité. Donc, entre autres, on a vu des gens, les femmes de Bois-Arnas-Salaberry qui doivent se rendre à Vaudreuil-Dorion, mais qu'il n'y a pas de transport collectif qui doit aller là, qui va là pour les services de gynécologie, qui ne sont plus à Bois-Arnas-Salaberry. Il y a aussi des gens pour les services spécialisés qui doivent aller à Saint-Hubert. Donc là, on sort vraiment de l'ouest de la Montérégie parce que ce n'est pas offert dans l'ouest de la Montérégie, donc entre autres à Vaudreuil-Soulanges. Puis il y a des gens aussi qui doivent surtout aller à Montréal pour des services comme en oncologie et tout ça. Ça, c'est surtout ressorti par des citoyens et citoyennes au jardin de Napierville. Donc tout ça, c'est le transport médical que c'est encore plus cher, puis les gens doivent déployer beaucoup, beaucoup d'efforts encore pour aller à des services qui sont en dehors souvent de leur municipalité. Puis, de ce qui est de le transport adapté, les gens, surtout à Vaudreuil-Soulanges, Bois-Arnas-Salaberry, le Haut-Saint-Laurent, ils ont dit que c'est encore trop cher, puis il y a un manque d'offres de transport aussi, donc c'est pas vraiment accessible. Puis pour ceux qui peuvent utiliser le transport collectif, tout dépendamment évidemment de leurs limitations physiques, ils disent que ça reste quand même très difficile. Donc, les autres personnes dans l'autobus ne vont pas nécessairement céder leur siège. L'autobus n'est pas vraiment adapté non plus, donc ce n'est pas tous les autobus qu'ils peuvent baisser la marche pour monter, tout ça. Donc, ça reste qu'il y a vraiment un grand besoin par rapport à ça. Là, je passe à l'autre grande piste d'action. Donc, pour ce qui est du logement, donc les gens ont dit qu'ils veulent voir le nombre de logements abordables et sociaux augmenter en fonction, encore une fois, de la réalité et les particularités de chaque territoire de MRC, puis aussi de contrer la discrimination liée à l'accès au logement. Donc, la première sous priorité de ce thème-là. Donc, les gens ont dit de mettre en place des actions pour vraiment augmenter le nombre de logements abordables et sociaux. Les gens disent que c'est trop élevé, c'est inabordable, vraiment dans tout l'ouest de la Montérégie. Ça, c'est vraiment une réalité. Les gens se retrouvent très souvent dans des situations où est-ce que c'est impossible de déménager parce que le marché est vraiment trop coûteux. Puis, les gens sont pognés. C'est vraiment c'est ça que les gens rapportaient, c'est qu'ils sont pognés dans leur logement. Puis parfois, c'est des états d'insalubrité
que les gens ont partagé. Puis, le manque de logements sociaux aussi dans les municipalités est vraiment présent. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes qui veulent avoir accès au logement social. Donc, d'où vient l'autre action ici qui dit de réduire le temps d'attente au logement social et supervisé. Donc, les gens savent qu'il y a une liste d'attente, c'est juste qu'ils trouvent que c'est très, très, très long. Euh, puis, ça cause vraiment un stress financier pour certaines personnes. Puis aussi, il y a des gens qui aimeraient avoir accès au logement supervisé, tu sais, pour pouvoir stabiliser leur état de santé mentale. Entre autres, ça, c'est des choses qui sont ressorties. Donc, on voit déjà qu'agir sur le logement, ça peut avoir des bénéfices aussi sur d'autres enjeux comme la santé mentale, le stress financier et tout ça, tu sais, en ayant plus d'argent, on pourrait l'investir dans d'autres trucs. Donc, vraiment, le logement, c'est un des autres enjeux qui était vraiment important puis qui est beaucoup, beaucoup ressorti dans les pistes d'action. Tout ce qui est discrimination liée à l'accès au logement, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui touche pas mal tout l'ouest de la Montérégie, mais c'était surtout ressorti avec des personnes avec qui j'avais parlé à Bourgneuf-Salaberry, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup de familles et de personnes de minorités visibles. Donc, j'ai rencontré des personnes qui parlaient justement avoir vécu de la discrimination ou avoir connu quelqu'un qui a vécu de la discrimination, autant pour des raisons de racisme que pour aussi des familles avec de jeunes enfants. Donc, ça, on parlait, donc il y avait Gilles qui parlait de notre territoire qui change, on a plus d'immigration, donc comment on fait pour mieux répondre? Ben, les gens avaient rapporté la discrimination, puis il y avait aussi tout ce qui est avec les jeunes enfants. On sait que les logements, c'est hyper important pour la réussite scolaire aussi. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles les gens ont vécu, ont rapporté avoir vu pour d'autres familles aussi. Donc, voilà. Pour une autre piste d'action, donc, il y avait tout ce qui est en lien avec l'accès à l'eau potable dans les logements. Donc, les gens veulent qu'on puisse adresser ces préoccupations-là parce qu'au moment de l'étude, c'est ça. À Saint-Rémy puis à Châteauguay, donc il y avait des problèmes d'accès à l'eau, puis les gens devaient vraiment mettre en place des solutions pour contrer le manque d'eau. Donc, soit acheter des machines à eau, des bouteilles d'eau. Des fois, il y en a qui me disent je dois me laver une autre fois. Je me dis je vais me laver quand l'eau ne va pas avoir cette odeur-là. Je pense que depuis, il y a eu des résolutions puis qu'il n'y a plus ce problème-là dans plusieurs municipalités, quoique ça peut quand même demeurer une préoccupation qu'il faut adresser, donc de mieux communiquer aussi avec les citoyens, citoyennes, puis adresser ces enjeux-là. Je ne sais pas si au Saint-Laurent, en validant un peu les résultats, il y en a qui disaient qu'au Saint-Laurent, il y en avait encore un petit peu, donc c'est quand même à des préoccupations à adresser qui sont importantes. La quatrième, donc justement, quand je parlais de communication, c'est les citoyens veulent qu'on puisse mettre en place des moyens pour assurer la communication entre les citoyens et citoyennes et le conseil municipal. Puis je pense qu'on en avait parlé aussi la dernière fois, c'est qu'il faut avoir des canaux de communication ou des manières un peu plus innovantes de communiquer, puis d'assurer qu'il y a un dialogue entre les deux. Donc vraiment, il y a énormément de personnes qui m'ont dit qu'ils veulent avoir une meilleure communication, ils veulent être à l'affût, mais qu'il y a quand même beaucoup de barrières. Donc, de trouver des moyens de contrer ça, puis d'améliorer la communication. Tu sais, les gens, ils disent que soit ils n'ont pas Internet, donc ils ne peuvent pas assister aux séances de conseil, soit il n'y a pas de transport pour aller assister en présentiel. Donc, ça, c'est des barrières à l'accès à l'information, puis à l'accès au dialogue, justement, avec le conseil. Pour ce qui est de la cinquième piste, donc on a augmenté l'offre de services en anglais pour les personnes d'expression anglaise sur tout le territoire, que ce soit dans les services publics ou communautaires. Donc, on le voit vraiment, c'est beaucoup ressorti au Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges parce que c'est là que j'ai le plus rencontré de personnes anglophones, mais sachez que c'est quelque chose quand même dans tout l'ouest de la Montérégie. Donc, les gens disent que le temps d'attente est vraiment plus long pour eux que pour leur homologue francophone parce qu'il y a un manque de professionnels qui maîtrisent bien l'anglais. Les gens disent oui, on voit des efforts, qu'il y a une amélioration et tout ça, mais ça reste qu'il y a quand même une barrière, puis ça peut comme affecter la qualité des soins, de se faire comprendre,
d'enjeux de santé mentale ou même d'enjeux de santé physique, ça peut être un petit peu moins évident pour une personne de recevoir ça avec un professionnel qui maîtrise un peu moins la langue que versus une personne qui est très fluide puis que ça va super bien. Donc, ça vraiment d'augmenter le nombre de professionnels puis d'adresser ces barrières de langue-là sont super importants pour l'accessibilité aux services en général pour la population anglophone sur le territoire. Je vais vous parler un peu de loisirs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti des personnes, puis des fois, on délaisse un peu les loisirs dans tout ce qui est service, mais c'est hyper important, puis les gens disent que c'est un besoin important, entre autres pour socialiser, pour se garder actif et tout ça. Donc, les gens ils ont dit de bonifier les activités de loisirs vraiment dans chaque MRC. C'est sûr qu'il y en a, mais je pense que la question ici, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'activités de loisirs qui sont abordables, qui sont adaptées aussi pour chaque tranche d'âge. Donc, vraiment, tout le monde, dans l'Ouest de la Montérégie, disait qu'il y avait comme pas assez d'activités de loisirs qui sont abordables, surtout pour les aînés et les ados. Donc, ça, c'est vraiment des moyens pour pouvoir socialiser, rester actif sans nécessairement se ruiner avec des centaines de dollars, et surtout pour les personnes aînées qui doivent débourser beaucoup pour qui sont à la retraite, par exemple, puis qui veulent rester actifs. Donc, ça, c'est vraiment un besoin qui était ressorti pas mal partout. Puis, surtout à Vaudreuil-Soulanges et les jardins de Napierville, ben, ils disent qu'on aimerait ça avoir plus d'activités de loisirs abordables pour les 6 ans et plus parce qu'il y a une baisse des allocations familiales. Donc, les parents se retrouvent à devoir débourser de leur poche pour pouvoir, par exemple, maintenir certaines activités de sport et parascolaires pour les jeunes, puis qu'après 6 ans, bon, ben, ça coûte quand même plus cher. Donc, ça cause aussi un stress pour les parents, puis malheureusement, une réduction des activités de loisirs qu'ils peuvent offrir à leurs enfants. Puis, aussi, il faudrait, Soulanges, Jardin de Napierville et Roussillon, ils ont dit qu'ils aimeraient ça avoir des loisirs abordables pour les adultes, surtout des lieux pour socialiser, donc faire des pique-niques, voire même rencontrer d'autres parents, penser à des solutions communes ensemble. Donc, il y a beaucoup cette espèce de, je dirais, un sentiment de communauté que les gens veulent voir aussi dans leur MRC, dans leur municipalité. Puis, des pistes d'action aussi qui sont peu coûteuses pour eux pour qu'ils puissent connecter avec d'autres parents. Puis, une autre, toujours dans le thème de loisirs, ben, les gens, ils veulent voir une piscine qui est accessible et abordable sur chaque territoire de MRC. Donc, surtout dans les territoires de MRC où il n'y a pas nécessairement une piscine un peu partout. Donc, les gens veulent avoir une piscine, idéalement intérieure, pour qu'on puisse y aller pendant l'hiver aussi. Puis, faire l'activité physique, qui est quand même plus abordable qu'un abonnement au gym ou à des cours et tout ça. Puis, pouvoir aussi avoir des sorties en famille qui sont abordables, surtout pour les personnes qui ont un faible revenu. Donc, c'est un peu une pierre, deux coups, pardon, pour celui-là. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, donc les gens parlaient d'améliorer l'accessibilité aux épiceries abordables dans les municipalités un peu plus éloignées, rurales. Donc, si on pense par exemple au Saint-Laurent, beaucoup Saint-Chrysostome, où est-ce qu'il y aurait par exemple juste un métro, ou voire même les Coteaux à Vaudreuil-Soulanges. Donc, tout ce qui est un peu plus éloigné, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement plusieurs choix d'épicerie. Donc, s'il n'y en a pas une de proximité, ben, ce qui arrive, c'est que les gens ont moins recours à ces épiceries abordables-là, puis ils doivent vraiment déployer beaucoup d'efforts, dépendre des personnes de leur entourage qui ont une voiture pour accéder à ce genre d'épicerie-là. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui s'étaient ressorties quand j'allais dans les places un peu plus éloignées. La 8e piste d'action, c'était vraiment de réduire les contraintes liées aux services des organismes communautaires pour les personnes en situation d'itinérance, puis augmenter l'offre de services. Donc, ça, c'est vraiment sorti quand je parlais à certaines personnes à Bourgneuf-Salaberry, mais les gens sont quand même satisfaits des services qui sont reçus dans les organismes communautaires, c'est juste qu'ils en ont besoin d'un peu plus. Donc, quand il y a vraiment des contraintes comme ça pour accéder aux services, ben, leurs besoins ne sont pas tout à fait comblés. Puis, plus spécifiquement, on dit qu'on aimerait ça avoir une durée d'hébergement qui est un peu plus longue, puis d'avoir plus de travailleurs de rue. Donc,
comme je dis, les gens semblent quand même satisfaits, c'est juste qu'ils ont besoin d'une plus grande offre. C'est sûr qu'on s'entend que les organismes communautaires sont débordés, donc il faut trouver quand même des solutions assez innovantes pour pouvoir répondre à ça, mais ça reste que ça se sent chez les citoyens et citoyennes. Pour ce qui est des services de santé et services sociaux, donc là, j'ai vraiment plusieurs sous-pistes d'action. Donc, les gens vraiment disent d'améliorer l'accès aux services, puis d'assurer aussi la continuité des services sur le territoire. Donc, si on y va avec la première, ben, la première chose, c'est d'offrir la possibilité de prendre des rendez-vous par téléphone et pas juste sur Internet. Donc, surtout les personnes qui n'ont pas accès à Internet. Il y a vraiment une fracture numérique qui arrive là, donc c'est vraiment plus difficile pour eux de prendre des rendez-vous ou des personnes qui ne sont pas très habiles non plus avec Internet. Donc, ça crée des grosses barrières, doivent demander à leurs voisins, voisines de prendre des rendez-vous avec eux. Même quand on essaie d'appeler par téléphone, des fois, c'est comme des machines qui répondent, donc on se perd un petit peu. Donc, un peu faciliter la prise de rendez-vous, ça, c'est une première étape pour pouvoir y accéder. La deuxième chose, c'est aussi avoir des cliniques sans rendez-vous, plus spécifiquement à Saint-Rémy et Salaberry de Valleyfield. Donc, parfois, il y en a, mais il faut avoir le médecin de famille qui est là pour pouvoir y accéder. Donc, si on n'en a pas, là, c'est vraiment impossible. Puis, les gens doivent vraiment déployer les efforts. S'ils n'ont pas d'auto, ben, ils doivent trouver quelqu'un pour les conduire, parcourir de longues distances et tout ça. Donc, souvent, il y a des participants qui disaient que devaient annuler des rendez-vous parce qu'ils ne trouvaient pas personne pour les conduire, puis ça faisait vraiment longtemps qu'ils attendaient des rendez-vous et tout. Donc, de mettre une clinique sans rendez-vous, ça faciliterait vraiment l'accès aux soins. Aussi, tout ce qui est gynécologie, ça a été un gros sujet qui avait été abordé par les citoyennes de la MRC de Boisnon-Salaberry. Donc, il n'y en a pas sur leur territoire de gynécologue. Ils doivent vraiment aller à Vaudreuil-Dorion. Donc, eux, ils suggéraient soit d'avoir des gynécologues sur leur territoire ou du moins fournir un transport abordable qui peut leur permettre d'accéder à ces services-là qui sont à Vaudreuil-Dorion. Quand on parle de continuité des services, donc de s'assurer qu'il n'y a pas de bris de service, donc les gens, ils ont parlé de ça, puis surtout entre les différents secteurs, donc souvent entre l'institutionnel puis le milieu communautaire aussi. Donc, les gens rapportent qu'il n'y a pas vraiment de collaboration formelle. Des fois, les gens ne connaissent pas les services que l'un et l'autre donne, donc ça fait des bris de continuité de service parce qu'on ne les réfère pas à d'autres ressources auxquelles ils pourraient avoir accès ou parfois même c'est comme un doublage de soins si on ne sait pas que la personne reçoit des services en santé mentale, par exemple, dans le communautaire. Donc, là, on essaie de lui trouver quelque chose dans le public, quoi qu'il peut avoir vraiment une collaboration, de la communication, puis ça va assurer une continuité de service puis des soins de qualité. Pour ce qui est de la santé mentale, donc les gens ont parlé beaucoup d'avoir des soins qui vont mettre de l'avant leurs besoins. Donc souvent, en prévention de suicide, santé mentale, il y a des protocoles qu'il faut suivre, mais les gens disent, si je passe là plusieurs fois, j'aimerais ça qu'on prenne plus en compte mon besoin à moi, puis d'aller, de mettre un peu le protocole de côté, là, ou du moins d'essayer de trouver le besoin ou d'accompagner la personne à identifier plus spécifiquement le service qu'elle a besoin. Donc, ça permettrait d'avoir des soins qui sont vraiment adaptés puis qui aideraient la personne en question. Maintenant, pour notre dernière, mais non la moindre, piste d'action, donc c'était vraiment d'augmenter le nombre de places dans les CPE, aussi les offres des écoles primaires et secondaires aussi, puis les cours d'enseignement supérieur à travers tout le territoire. Donc, augmenter le nombre de places dans les CPE, ça, c'est pas vraiment surprenant, mais les gens disent que c'est vraiment c'est des vraiment gros défis pour les parents. Donc, il y en a qui doivent se déplacer vers des CPE qui sont vraiment plus éloignés. Il y en a qui ne sont pas capables d'avoir l'emploi qui leur, des emplois où est-ce qu'ils doivent aller travailler en présentiel. Donc, ça crée quand même, ça fait en sorte que ça affecte vraiment tout le fonctionnement de la famille. Puis, les gens ont dit aussi d'offrir la possibilité peut-être aux élèves, surtout à Vaudreuil-Soulanges, de fréquenter des écoles peut-être en dehors des municipalités parce que ça semble être assez... qu'il y a énormément d'élèves qui vont aux mêmes écoles. Donc, il y en a qui craignent un peu de la qualité de l'enseignement pour leurs enfants. Ils craignent que ça peut diminuer en raison de cette surcharge-là.
Puis, les gens ont beaucoup parlé aussi d'augmenter l'offre de cours à l'UQAM, qui est assez constant. Donc, les gens apprécient énormément. Ça leur permet d'accéder plus facilement aux cours d'enseignement supérieur. Le temps puis les coûts et tout ça pour se rendre à Montréal sont coupés. Donc, ça, c'est une bonne initiative. Puis les gens aimeraient ça en avoir encore plus. Donc, c'est beaucoup de pistes d'action. Puis, je doute pas qu'on est tous et toutes en train de travailler sur ces actions-là déjà. Mais c'est sûr que là, ça nous amène une complexité qui est quand même énorme. Puis, c'est un peu en lien avec ce que Nathalie disait en début de webinaire, c'est que, tu sais, de travailler ensemble, la plus-value un peu de l'intersectorialité, puis de savoir que quand on adresse un problème, ben, ça a des effets simultanés sur d'autres. Donc, quand on travaille le transport, ben, ça a des effets sur la sécurité alimentaire. Donc, on peut aller vers les épiceries qui sont plus abordables. On peut aller vers les services de santé, services sociaux qui ont été un peu plus loin. Donc, on travaille quand on met des gens qui sont de ces différents secteurs-là ensemble pour travailler le transport, ben, c'est pas fou. Puis les solutions, souvent, ça se recoupe et sont souvent les mêmes pour différents enjeux. Un autre exemple aussi, c'est en lien avec le logement. Donc, si notre logement est plus abordable puis on adresse cette action-là, ben, on a plus d'argent pour l'épicerie, pour avoir une alimentation qui est un peu plus saine et de qualité. On a plus d'argent pour les loisirs, pour améliorer sa santé mentale, se tenir en forme. On a plus d'argent aussi, ben, en fait, pour le logement. C'est ça que là, on adresse la réussite scolaire. Donc, si c'est un logement de bonne taille, donc les enfants ils ont de la place pour jouer, il n'y a pas un stress pour les parents, donc ils peuvent être plus présents avec leurs enfants, etc. Donc, de voir un peu les actions comme des domaines qui sont interconnectés et non pas on travaille juste le transport, on travaille juste le logement, mais tout a des effets un peu sur d'autres enjeux. Puis là c'est juste une mini-révision, surtout pour ceux qui étaient là dans le premier webinaire. Donc, ici, ça, je vous montre les pistes d'action des personnes qui étaient vraiment à la croisée des inégalités. Donc, ça, c'est vraiment leurs besoins à eux. Puis comme on avait dit, c'est qui les gagnants quand on adresse les enjeux des personnes qui vivent le plus d'inégalités? Ben, c'est vraiment tout le monde. Donc, si on adresse le logement pour les personnes qui vivent le plus d'enjeux importants pour le logement, ben, c'est sûr que tout le monde en gagne. Tout le monde va avoir un peu plus d'argent justement pour investir plus dans les loisirs, pour pas nécessairement avoir une deuxième job, puis qu'ils vont pouvoir passer plus de temps en famille ou vont pouvoir mieux se nourrir et tout ça. Donc, encore une fois, je vous rappelle que dans les sociétés qui sont plus justes, où est-ce qu'on réduit les inégalités, les gens ont une meilleure santé physique et mentale, une plus grande espérance de vie, moins de criminalité, moins de coûts de santé. Donc, vraiment, puis eux, ils montrent, ben, Richard Wilkinson, entre autres, montre des méta-analyses, donc vraiment des résultats d'études, de plusieurs études qui montrent que réduire les inégalités, ça fait des sociétés qui sont plus en santé, qui sont plus heureuses. Fait que là, moi, je me demande un peu, est-ce que les pistes ici, ça représente votre réalité, vous, sur votre territoire? Est-ce qu'il y a des liens à faire? Je pourrais aussi arrêter le partage, puis on peut amener une discussion. Nathalie, est-ce que tu voulais parler? Mais en fait, moi, je trouve ça bien. Par contre, je suis contente que tu dis que tout s'interrelie parce que, en fait, c'est ça, je trouvais qu'on y allait plus en silo. Donc, je me disais, j'étais comme inquiète d'y aller en silo, mais après ça, tu sais, dans le fond, toi, est-ce que tu as tout mis ensemble en famille? Donc, j'étais comme contente. On voit aussi que, tu sais, j'étais coordonnatrice de concertation Horizon et en développement social, c'était souvent les enjeux qu'on travaillait, c'est des priorités qui demeurent.
des fois, je me dis,